Bonsoir, merci d'être venus très nombreux pour cette soirée francophonie. C'est le deuxième événement de la journée puisque ce matin, nous avons remis les prix du concours de la francophonie à plus de 300 élèves d'écoles, de collèges et de lycées de la TIC. Je vais être très court parce que tout à l'heure, avant de venir, j'ai regardé sur Facebook mes messages et une personne qui se reconnaîtra a pris la photo d'auditorium en disant « J'attends avec impatience le seul et l'unique Bernard Cerchilini ». Voilà, bon. Donc, je vais lui laisser la parole très bientôt. Je crois que vous le connaissez, ce n'est pas la peine de le présenter. Je dirais, si je peux dire quand même un petit mot, je dirais que vous avez popularisé deux sciences complexes et réservées à l'université, la linguistique et la philologie. Voilà. Et tout le monde connaît votre rubrique sur la langue française sur TV5 Monde. Vous répondrez à des questions intéressantes, je pense, pour le public, pour moi également. Quand j'étais petit garçon, je regardais dans les encyclopédies le nombre de francophones dans le monde. Et j'étais toujours très insatisfait de voir que c'était une... Pourtant, on m'avait appris que c'était une grande langue, une langue universelle. Et je voyais qu'il y avait bien sûr le chinois, l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'allemand, le russe. Enfin, on était très, très bas dans le classement. Et depuis, je vois qu'on est très largement remonté. On était à 70 millions dans les années 70-80. Maintenant, on est à plus de 200 millions. Et je me souviens même d'un article dans la presse allemande, parce que j'ai travaillé en Allemagne, disant en 2050, la langue la plus parlée dans le monde, ce sera le français. Vous allez nous dire si c'est vrai ou pas. Bon, avec 700 ou 800 millions de locuteurs. Voilà, donc vous allez nous parler de tous ces éléments. La langue pour demain, il n'y a pas de point d'interrogation. Je crois qu'il y en avait un au début. Je ne sais pas si vous en mettrez un. Et puis vous savez, vous nous expliquerez aussi pourquoi les Français ont un rapport particulier à leur langue, pourquoi ils sont tellement attachés à ce que d'autres la parlent, pourquoi ils sont tellement émus et touchés quand ils rencontrent quelqu'un qui fait l'effort de la parler. C'est même un de nos petits défauts, je pense. Il y a un cliché dans la littérature diplomatique. Un diplomate rencontre une autorité locale, ça peut être le pire, j'ai employé un mot qui n'est en français, commence par un S, la pire des crapules, mais il commence par « j'ai rencontré monsieur un tel, francophone et francophile ». Et là, on lui pardonne tout. Voilà. Bon. Très bien, je vais vous laisser parler. Je remercie également l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes, Madame Anastasiadou, qui va également participer et animer ce débat. Et donc, pour ne pas faire enrager davantage là où les personnes qui attendaient le seul et l'unique, je vous laisse. Merci beaucoup. Bonsoir. Nous avons donc l'immense plaisir d'être ici, d'accueillir l'unique Bernard Cerchilini. Un grand merci aussi à l'Institut français de Grèce qui a organisé cette rencontre qui nous fait plaisir à tous. Par contre, moi, je vais présenter M. Cerchilini parce que c'est impressionnant, tout ce qu'il a réussi. C'est vrai. Vous êtes linguiste, donc historien de la langue, auteur de nombreux ouvrages. Vous êtes à la fois universitaire et haut fonctionnaire. Pour le côté universitaire, vous avez été professeur de linguistique à l'Université de Paris, à l'Université libre de Bruxelles, à l'Université d'État de Louisiane. Pour le côté fonctionnaire, vous avez occupé de nombreuses fonctions et vous avez été au service de la langue française dans des moments assez difficiles. Bon, vous avez été directeur de l'Institut national de la langue française, vice-président du Conseil supérieur de la langue française, délégué général à la langue française et aux langues de France, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie et vous avez présidé l'Observatoire national de la lecture. Comme on disait avant, dès qu'il y avait quelque chose, une opération difficile à gérer, les premiers ministres faisaient appel à vous pour des missions impossibles, donc que ce soit la réforme de l'orthographe, le rapport sur la féminisation des noms de métiers en 99 et la mission sur les langues régionales en France. On retrouve aussi ces sujets dans vos nombreux ouvrages consacrés à la langue française, que ce soit La ministre est enceinte ou La grande querelle de la féminisation des noms, un participe qui ne passe pas. Vous avez milité aussi un peu l'accent du souvenir. Et maintenant, vous avez publié
coécrit avec Éric Orsena Les mots immigrés. Peut-être vous aurez l'occasion de nous en parler. Il est sorti il y a 2 mois. Même pas. Même pas. Alors, 1 mois. Et il y a un côté un peu prémonitoire. Je garde le suspense pour la fin. Donc, maintenant, vous êtes professeur émérite de l'Université de Paris, vice-président de la Fondation des Alliances françaises. Donc, on en avait parlé, recteur honoraire de l'Agence universitaire de la francophonie et aussi conseiller scientifique au Petit Larousse, ce qui vous met encore plus près des mots et du choix des mots. Quelque chose d'autre, je crois, qui vous fait plaisir, c'est que depuis presque 30 ans, vous êtes membre de l'Oulipo. Oui, je sais. Voilà, et là, vous êtes le gardien de la langue de l'Oulipo. La langue et de phare. D'accord. Donc, je pense qu'il faudra fêter le trentenaire à l'Oulipo. Et bien sûr, il y a l'émission Merci Professeur, mais aussi la rubrique Dans le français dans le monde, on l'oublie. Il y a ça aussi. Donc, je crois que nous, professeurs de FLE, nous avons beaucoup d'éléments grâce à vous pour notre travail. Donc, bienvenue à Athènes. Et votre dernier séjour à Athènes date de septembre 2019. Vous étiez venu à l'occasion du 3e congrès européen de la FIPF, co-organisé avec l'Institut français, mais aussi avec l'Université nationale capodistrienne d'Athènes, l'Université de Chypre, etc. Et vous aviez fait aussi à l'époque la conférence d'ouverture. 2019, ça paraît c'est avant la pandémie. Pourtant, ce qui est assez paradoxal, dans une période assez anxiogène comme la période de la pandémie, vous avez réussi à trouver un côté ludique dans cette langue qui a été envahie subitement de mots tout autour du virus et de la nouvelle situation. C'était une fête lexicale que vous aviez qualifiée, cette arrivée du virus. Ça confirme une fois de plus vos propos que la langue est un organisme vivant, plus résistant, assez résistant, qui sait s'adapter, qui a un bel avenir devant elle, et une vision optimiste pour la langue et pour le français, une vision qu'on aimerait qu'on partageait avec vous ce soir. La parole est à vous. Merci. Merci. Non, merci de l'honneur que vous me faites de m'inviter dans cet institut français qui fut le premier institut français, 1907, qui reste un des plus imminents, dont le dynamisme frappe. Votre programme est merveilleux, donc c'est un grand honneur pour moi et j'en remercie le directeur et sa très dynamique équipe. Merci à Véronique qui m'a invité. Merci de me permettre d'être parmi vous ce soir. Merci d'être venu. Merci à ma chère collègue que je retrouve avec plaisir et chaleur et dont les mots trop aimables m'ont touché. Merci à vous d'être venu ce soir et d'avoir souhaité une conférence un peu générale sur la langue française. Merci de m'avoir permis de me poser un moment et de réfléchir. Ma carrière a été déjà longue, vous l'avez dit. J'ai fait beaucoup de choses en courant, toujours. Et il faut parfois s'arrêter un peu et se mettre à dire, mais quel est l'objet de ma passion, la langue française? Quel est cet objet? Qu'est-ce qui le distingue des autres? Et grâce à vous, ce soir, j'ai préparé une conférence un peu générale en toute amitié et en toute franchise sur cette langue. Voilà. Et donc, je voudrais avec vous dire tout simplement, vous avez raison d'apprendre le français. Vous avez vraiment raison. Et cela sans aucun chauvinisme. C'est un bon investissement d'apprendre la langue française. Cela vaut la peine de l'étudier, de la pratiquer et aussi, comme vous le faites, comme je le fais, comme nous le faisons ici, de la servir. C'est un bel objet d'apprentissage, d'étude et de passion, puisque, ma chère collègue,
nous sommes passionnés tous les deux. Alors bien sûr, c'est une langue admirable par son passé, c'est une langue de culture, c'est une langue de littérature, c'est une langue importante, et c'est une langue qui a été la porteuse d'une immense littérature. Et donc, vous, étudiant grec, vous pouvez comprendre ça, car votre langue, elle est liée à un passé éminent. Aujourd'hui, j'ai pris mon petit déjeuner face à l'Acropole. Dans la lumière du matin, il était 7h30, 8h moins le quart, et la lumière changeait à tout instant sur l'Acropole. Et puis j'ai descendu les marches après, et je suis allé voir le musée des Cyclades. Voilà. Et puis j'ai traversé le boulevard, et puis je suis allé voir le musée d'art byzantin. Et je me dis, c'est ça la Grèce. Et la langue grecque, c'est ça. Et vous pouvez comprendre que la langue française, c'est ça aussi. C'est Molière, dont on fête le 400e anniversaire. J'étais, il y a quelques jours, avec Michel Boujna, le grand acteur, qui joue l'avare de Molière tous les soirs. Et pour des étudiants comme vous, il a raconté l'avare l'autre jour. Mais il a raconté l'avare comme un juif tunisien francophone le fait. Et c'était merveilleux. Alors, le père, il reçoit le fils et il lui dit, alors tu aimes cette fille? Oh non, il dit le fils. Et c'était merveilleux. C'était de la francophonie en acte par un francophone, un Français, mais ouvert au monde et qui a son accent de juif tunisien et qui joue Molière tous les soirs. C'est ça le français que j'aime. C'est le français de Michel Boujna. Un français ouvert au monde. Comme vous êtes ouvert au monde. Alors on peut se comprendre, nous tous ici. Mais cela dit, la Grèce, sa culture, la France, Michel Boujna, né en Tunisie, une famille juive, et qui est le plus grand interprète de Molière. Voilà. Cela dit, pensons à l'avenir. Pensons pas seulement à ce passé prodigieux, et pensons à l'avenir. Vous avez raison d'apprendre et d'enseigner le français. C'est une langue qui a des atouts et des forces. Et préparant cette conférence, j'ai noté ce qui me semble au plus vrai, au plus simple, les forces de cette langue. Tout d'abord, vous l'avez dit, monsieur le directeur, le nombre de personnes qui la parlent. Les chiffres ne sont pas sûrs, mais on peut dire au moins 250 millions de locuteurs dans le monde. Voilà une langue que parlent des centaines de millions dans le monde. On n'a jamais autant parlé le français depuis qu'il s'est séparé du latin. C'est une langue mondiale, j'y reviendrai. Et en plus, qui concerne des zones importantes dans le monde. Un mot sur l'Afrique, car les chiffres promettent une natalité africaine, une démographie qui va porter la langue française. Bien. Mais ce n'est pas seulement une question de démographie. Quand vous lisez les journaux, on parle de coups d'État en Afrique, on parle de présidents corrompus, on parle de despotes. Ça, c'est les journaux, les nouvelles. Mais en tant que recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, pendant 8 ans, j'ai sillonné l'Afrique. Qu'est-ce que c'est que l'Afrique aujourd'hui? C'est un pays jeune, qui va de plus en plus à l'école, qui va de plus en plus à l'université. Les universités africaines sont bonnes. J'ai vu de bons laboratoires, de belles écoles d'ingénieurs. Voilà une jeunesse qui apprend, qui est dynamique. J'ai vu des jeunes femmes africaines qui, le diplôme en poche, créent des entreprises. Donc, l'Afrique, ce n'est pas les despotes, les coups d'État. C'est toute une jeunesse éduquée, entrepreneuse, qui veut passer aux affaires. Dans 10 ans, 15 ans, l'Afrique sera la nouvelle Inde, puisque l'Inde maintenant succède à l'Afrique. La nouvelle Inde économique, c'est l'Afrique. Et elle va mettre à la porte ces despotes.
elle va cesser les coups d'État. C'est évident, car les jeunes Africains lisent sur leur téléphone les nouvelles du monde, sont éduqués. Et donc, l'Afrique, c'est la francophonie de demain. Je le crois, je le sais, une francophonie démocratique, entreprenante, jeune. Et la langue française fait le pari de cette Afrique. La langue française, c'est bien sûr l'Europe, le Canada, le Vietnam, ainsi de suite, mais c'est cette Afrique de demain qui parle français et qui entreprend. Et donc, apprendre le français, c'est investir dans le continent qui sera le continent des 50 années qui viennent, j'en suis sûr. On n'a jamais autant écrit le français depuis le premier texte. On l'a jamais autant écrit. C'est la 4e langue présente sur l'Internet. C'est donc une langue d'écriture. J'y reviendrai aussi. La langue de Molière, c'est une langue que l'on écrit, que l'on utilise pour produire du savoir, diffuser du savoir. Et c'est l'ancien recteur de l'Agence universitaire de la francophonie qui parle. La science ne se fait pas seulement en anglais, elle se fait aussi en français. Tous les chiffres de l'Internet le prouvent. Le français est une grande langue de communication numérique. Enfin, on l'a jamais autant appris le français. 125 millions de personnes apprennent le français aujourd'hui, actuellement. C'est la 2e langue apprise dans le monde. La première, c'est l'anglais, bien sûr. La 2e, c'est le français. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec des millions de gens qui apprennent le français. Et vous avez raison de faire comme eux. Enfin, j'ai parlé de 250 millions de personnes qui parlent français. J'ai parlé de cette francophonie africaine qui est l'avenir de la francophonie, l'avenir économique aussi, intellectuel. Les choses vont bouger. Le français est une langue mondiale. Proprement, c'est une langue parlée sur les 5 continents. Maintenant, on va de nouveau voyager. On voyage aussi grâce au numérique. Vous pouvez, sur votre téléphone, regarder des films africains, québécois, vietnamiens, en français. Le français est une langue mondiale, parlée sur les 5 continents. Il y en a peu. Le chinois est beaucoup plus parlé, mais il est parlé en Chine et à Taïwan. Le français, comme l'anglais et comme l'espagnol, est parlé dans le monde entier. Si vous parlez anglais, si vous parlez espagnol et français, vous avez les clés du monde. Et 3 clés différentes. L'anglais, il faut l'apprendre. C'est une langue pour faire des affaires et du business. On fait très bien le business en anglais. Donc, il faut aussi parler l'anglais. Il n'y a pas de lutte entre l'anglais et le français. Ce sont des langues qui servent à des choses différentes. Avec l'espagnol, on a toute l'Amérique latine. Avec le français, vous avez le monde entier. C'est donc important. Bon investissement. Bravo, vous avez raison d'apprendre le français. Il vous donne une des clés du monde. Et en plus, par rapport à l'anglais et à l'espagnol, qui sont aussi des langues mondiales, internationales, de culture et de savoir, des grandes langues. Quels sont les traits du français? Qu'est-ce qui distingue le français de ces 2 autres langues? En réfléchissant pour préparer cette conférence, je me suis dit que le français a quelques singularités. Tout d'abord, et c'est paradoxal, et vous allez être d'accord avec moi, c'est une langue construite. C'est paradoxal, parce qu'on peut dire c'est une langue un peu artificielle, le français. Eh bien oui, c'est une langue un peu artificielle, très construite. C'est une langue de grammairien. Eh bien oui. C'est-à-dire que c'est une langue que l'on a bâtie.
j'ai publié un livre intitulé « Une langue orpheline ». C'était une idée que j'avais et que j'ai toujours sur le français. C'est une langue romane septentrionale. C'est la langue la plus éloignée du latin. Bon, je ne vais pas raconter ce livre, sinon ça prendrait trop de temps. Mais j'y crois. C'est une langue qui a été influencée par des parlers germaniques. C'est la langue la plus lointaine du latin. C'est une langue qui a perdu sa latinité. Vous voyez, en italien, on peut écrire une phrase aujourd'hui qui soit aussi du latin. Hein? Amare, amare. Hein? Aimer se dit de la même façon en italien et en latin. L'italien est resté très près, le roumain aussi, le sarde. Le français s'est éloigné. Il a perdu son contact avec la latinité. Et donc, il a bâti sa propre latinité. Le français est un orphelin bâtard qui est devenu un aristocrate, mais de lui-même. Vous savez, on disait à Beaumarchais, l'écrivain Beaumarchais, Figaro, on lui dit « mais vos lettres de noblesse sont fausses ». Il a répondu « mais non, je les ai fabriquées moi-même ». Eh bien, je dirais que la noblesse du français, elle tient à lui. Le français a décidé qu'il serait une très grande langue, et pour cela, on a eu une académie française, des grammairiens, une grande littérature, Versailles, Victor Hugo, ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est une langue qui a été bâtie par des écrivains, bâtie par des grammairiens. Alors, cela a quelques inconvénients. Il y a eu une coupure de la langue, vous savez, au XVIIe siècle, qui fait qu'on a du mal à lire les auteurs avant. Montaigne, Rabelais, car la coupure classique a fait qu'en italien, on lit Dante dans le texte. Pas en français. Coupure classique, la phrase, la morphologie, la syntaxe. Mais ça, c'est du solide. La phrase française, c'est l'architecture française. Vous avez l'acropole, nous avons la phrase. C'est ce que je me disais ce matin. La phrase française, c'est l'acropole. Voilà. Nous avons la phrase. Et une phrase qui a été bâtie au XVIIe siècle et qui est solide. Et une grammaire. Peu de langues ont autant de dictionnaires de grammaire que le français. Peu de langues. Il y a, en 2000, la ville de Lyon a voulu consacrer une exposition à la langue française. On m'a demandé d'en être le commissaire. C'était Raymond Barre, le maire à l'époque. Raymond Barre m'a dit « Bon, je vous confie l'exposition. » Bon. Je dis « Monsieur le maire, on va place Bellecour, on va bâtir une tour avec tous les manuels de français disponibles, toutes les grammaires, tous les dictionnaires. » « Oh, bonne idée, m'a-t-il dit. Bonne idée. » On n'a pas pu, parce que la tour aurait été trop haute. Elle se serait effondrée. Je voulais bâtir une tour avec tous les dictionnaires, toutes les grammaires. Elle aurait grimpé jusqu'au ciel. Donc vous avez une langue bâtie, une langue de grammairien, une langue solide, sûre. Elle est peut-être un peu difficile, mais vous avez toujours une grammaire pour vous expliquer les choses. Toujours. D'où cette idée que les francophones sont des grammairiens. Et donc, ils aiment la langue. Tout francophone, tout francophile aime la langue. Et il faut expliquer ça. Les Anglais aiment leur langue, car c'est la langue qui domine le monde. Les Espagnols aiment leur langue, parce que c'est la langue de Cervantes. Mais nous adorons le français. Nous adorons faire des dictées. Nous adorons les difficultés. J'ai fait encore une dictée avec Michel Boujna. J'ai fait une dictée il y a quelques jours. J'ai réécrit en français du Québec, de Belgique, le monologue de Lavare. Et on a dicté ça au monde entier. Nous aimons les dictées, nous aimons les difficultés. C'est un peuple de grammairiens, mais une langue équipée. Donc, vous allez apprendre une langue aimée de ses locuteurs, une langue pourvue de dictionnaire, de grammaire. On va vous aider à l'apprendre. Il y a tout ce qu'il faut. Deuxième chose, et c'est lié, c'est une langue protégée. Beaucoup plus que l'anglais et l'espagnol.
L'anglais, personne ne le protège. Ce sont les commerçants, les businessmen, qui protègent l'anglais. Ils se protègent tout seuls. Très bien. Il y a à Madrid une belle académie, il y a des belles académies en Amérique du Sud. C'est très bien. Mais le français, quelle langue protégée? C'est une langue d'État depuis le début. Notez ça. Le français est une langue de pouvoir. Depuis toujours, j'ai publié 2 livres sur les serments de Strasbourg. Le premier texte écrit en français. Le plus tôt, dans n'importe quelle langue romane, on n'a pas écrit si tôt. On a écrit en français en 842. Et pourquoi? Pour faire un traité diplomatique, pour partager l'empire de Charlemagne entre ses 3 petits-fils. C'est-à-dire que dès la fin du IXe siècle, le français était à peine distingué du latin. On l'utilise pour faire de la diplomatie. Et, pardonnez-moi, monsieur le directeur, pour faire de la diplomatie un peu de crapule, quand même. Parce que celui qui doit hériter de l'Empire, c'est Lothaire, et les 2 frères s'allient pour lui piquer l'Empire. Et en plus, l'un était allemand, vous voyez, en plus. Donc, c'est une histoire à ne pas raconter. C'est une histoire terrible, les serments de Strasbourg. Terrible, terrible. Il n'empêche que l'on a utilisé le français. Et on n'a pas cessé de voir ce lien entre le français et le pouvoir. L'État, la langue. Louis XIV, Versailles. Et à la Révolution, l'État, la langue, la nation. Et ça continue comme ça. La France a 3 pieds, un État central, solide, puis toujours, une langue, une nation. Et ça marche comme ça. Et ça marche comme ça. Et ça marche parfois trop bien. Les Basques, les Bretons, les Corses, les Alsaciens regrettent un peu ce privilège accordé à la langue française. On peut le regretter aussi, mais on a bâti le pays là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la France? C'est sa langue. C'est ce que disaient Michelet, Braudel, le président Macron. C'est clair. Le président Macron préside l'Union européenne pour 6 mois, dans des conditions qu'il aurait aimé peut-être plus douces, bien sûr. Il préside l'Union européenne depuis le 1er janvier. Première décision, les réunions présidées par la France se tiendront en français. Le français est une langue officielle de l'Europe. On décide de tenir les réunions. Point barre. C'est clair. Et on ne discute pas. L'anglais n'est plus une langue de l'Europe. Bien. Et donc, c'est une langue protégée. Et c'est une langue politique. Et ce lien de l'État, de la langue et de la nation, ce lien, on l'a projeté sur le monde. Et ça s'appelle la francophonie. Ceux qui ont créé la francophonie, Senghor, Bourguiba, Gnorri, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on va bâtir du politique, du relationnel sur la langue. Senghor, je peux faire une parenthèse, Senghor m'a raconté, Senghor est né français, professeur de latin et de grec, député français, ministre, et puis son pays devient indépendant, le Sénégal, et il est le premier président. Donc, première visite, il va le voir, le président de la République française, l'ancienne puissance coloniale. Il s'appelait Charles de Gaulle. Et donc, Senghor, en plus, de Gaulle connaissait Senghor pour 1000 raisons, y compris pour la poésie, bien sûr. Et donc, Senghor voit le général de Gaulle. Il est reçu et il lui dit, « Monsieur le Président, mon pays est indépendant, mais nous devons garder des liens étroits. » Et de Gaulle, qui ne voulait pas être accusé de néocolonialisme, était un peu frileux. Et de Gaulle lui dit, « Mais sur quelle base allons-nous collaborer ?» Et Senghor lui dit, « La langue française. » Et ça s'est appelé la francophonie. C'est-à-dire créer du politique international sur une langue.
il n'existe qu'une seule organisation politique internationale fondée sur une langue. Une seule. C'est la francophonie. Prenez les statuts du Commonwealth. Le mot English language n'apparaît pas. Le Commonwealth est fondé sur la reine d'Angleterre. La francophonie est fondée sur la langue française. La langue française est à la francophonie ce que la reine d'Angleterre est au Commonwealth. Tout est dit, tout est dit, tout est dit. Et donc, apprenant le français, vous entrez dans une communauté mondiale, mais qui n'est pas virtuelle, qui est bien réelle, avec des sommets de chefs d'État, des ministres, des réunions. La Grèce est membre de la francophonie. Des réunions, des agences. J'ai dirigé l'agence universitaire de la francophonie. Maintenant, 1000 universités dans le monde qui travaillent ensemble. Et donc, et qui travaillent quoi? Pourquoi? Pour la coopération, car cette politique, elle se fait au nom de valeurs. Et je vais arriver à mon troisième point. Nous faisons, nous les francophones, nous faisons du lien social, du lien politique institutionnel. Mais pourquoi? Parce que, troisième point, c'est une langue valorisée, c'est une langue de valeur. À l'Institut français, à l'Alliance française, on n'enseigne pas que la langue, on enseigne aussi une culture et je dirais, on enseigne des valeurs humanistes. Qui nous a fondé l'Institut? 1907. À Paris, la politique de diplomatie culturelle se met en place 1902. Politique d'influence. 20 ans auparavant, on crée les Alliances françaises sur le modèle associatif pour diffuser la pensée française, les valeurs, et notamment les valeurs républicaines. L'Institut et les Alliances ont été fondés à une époque de fondation de la République. L'Alliance française est fondée à l'époque de Jules Ferry, en même temps que les grandes lois sur l'éducation. C'est-à-dire que la langue française est toujours pensée dans un rapport au savoir, à la culture, mais aussi à la fraternité. On prépare un film sur l'Alliance française. Et j'ai été filmé et j'ai expliqué ce qui s'est passé dans ces années-là. C'était des années de conquête républicaine, d'humanisme. On est en pleine affaire Dreyfus à l'époque et on défend, les républicains défendent Dreyfus. C'est-à-dire que nous sommes porteurs de valeurs humanistes, de tolérance, de respect, d'ouverture au monde. Et ces valeurs, l'histoire les a associées à la langue française. Alors, ne soyons pas essentialistes. Le français n'est pas intrinsèquement la langue des droits de l'homme. On peut dire des choses odieuses en français. On l'a fait. Et même certains continuent. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, ce sont les choses universelles que l'on dit en français. Molière, Voltaire, Victor Hugo. Parler français, c'est toujours avoir un point de vue universel. Dire des choses qui sont valables et qui portent des valeurs. C'est donc une langue, le français, de valeurs. D'abord une langue de culture. J'ai commencé en comparant le grec et le français. Des langues d'écrivains, bien sûr, depuis toujours. On écrit le français depuis le IXe siècle. On n'a pas cessé et on continue. Ce sont des langues de culture, de savoir, toutes deux. Mais le français, il est aimé, il est recherché parce que c'est une langue de fraternité. Et la francophonie, dont je parlais plus haut, association politique internationale, pourquoi elle a été fondée? Pour le développement, pour la fraternité. Le Commonwealth, ça a été fondé pour faire du commerce. Et c'est très bien.
Le Commonwealth le fait très bien. La francophonie a été fondée pour le développement. L'Agence universitaire de la francophonie a été fondée il y a 60 ans, à Montréal, par 40 recteurs. Ils sont 1000 maintenant. Et la première décision, ça a été aider les universités africaines, vietnamiennes, de l'Asie, partout, après l'indépendance. C'est-à-dire que la première décision, ça a été « nous aidons ». Nos collègues sénégalais ont besoin de nous, nous y allons. Et l'agence universitaire, depuis 60 ans, pratique la coopération, la solidarité. Le fait que nous sommes tous universitaires, éclairés par la raison, certains ont des besoins, on va les aider à se développer. Car l'université, c'est l'outil premier de développement. Le savoir, les qualifications, les compétences. Et quand on a créé l'Agence universitaire de la francophonie, on n'a pas eu à réfléchir. J'ai eu la chance de connaître, très vieux, avant sa mort, le fondateur. Il m'a dit, pour nous, c'était clair. On crée cette association d'universités pour aider nos amis vietnamiens, africains, etc., à se développer. C'est-à-dire qu'être francophone, c'est ça. C'est ça, être fraternel et être dans la coopération. Alors, vous voyez, c'est une belle langue. C'est une belle langue parce que c'est une langue qui n'est pas seulement forte de son passé. Déjà, avec Molière, Voltaire, Hugo, bon, tous nos prix Nobel, c'est la langue qui a le plus de prix Nobel. J'espère que ça va continuer. Mon ami Hervé Letellier a eu le Goncourt l'an dernier, il a vendu 1 100 000, et l'autre jour, je lui ai dit, Hervé, qu'est-ce que je te souhaite maintenant? Il m'a répondu, le prix Nobel. Je lui ai dit, tu l'auras. Tu l'auras, et j'irai, je mettrai un smoking pour aller à Stockholm pour ta réception. Et donc, une langue de culture, de littérature, mais c'est une langue qui est une langue protégée. L'État la protège. Ça veut dire aussi que si vous apprenez le français, vous aurez forcément des bourses, des soutiens, des aides. Il y a toujours dans le pays où vous serez une ambassade, un institut français, une alliance française. Vous aurez toujours quelqu'un pour vous accueillir. Apprenant le français, vous n'êtes pas seul. Et on va vous remercier d'apprendre le français. Vous aurez des bourses, des bouquins, des aides. C'est une langue protégée. Et on protège aussi ceux qui nous honorent en l'apprenant. C'est une langue fraternelle. C'est une langue qui vous ouvre le monde. Ce monde, c'est aussi un grand marché aussi. N'oubliez pas, le Canada, l'Afrique, l'Europe, c'est un marché aussi. C'est une langue mondiale. Une langue de culture, de solidarité, un grand marché mondial, une langue protégée, une langue de grammairiens, une langue que vous pouvez apprendre sur Internet. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Il y aura toujours un institut français pour vous donner des cours, une médiathèque. Vous avez vu la médiathèque là-haut? C'est formidable. C'est-à-dire que tous les pays francophones mettent de l'argent dans la langue. Le Canada, mais même maintenant, les pays africains financent la francophonie. C'est une langue protégée. Pourquoi? Et je termine là-dessus. Parce que c'est une langue de solidarité. C'est une langue de valeur. Et au total, c'est ce soir ce à quoi je crois le plus. J'ai dit langue de grammairien, langue protégée, etc. Bien sûr, mais c'est une langue de valeur. Pourquoi on apprend le français? On apprend le français parce que le français est la langue de ceux qui disent non quand il faut. Qui disent non. Voilà. Un francophone, c'est quelqu'un qui dit « j'ai des valeurs, j'y crois ». Eh bien, vous ne me ferez pas faire ce que je n'ai pas envie de faire. Le français, c'est la langue de De Gaulle partant seul à Londres. Tout seul, mais il est la France. Voilà. Et donc, il y a ça. Il y a ça, il y a Zola qui défend Dreyfus. C'est ça. Et puis tous ceux qui, dans le monde, disent non. Non, parce que le français m'a enseigné la solidarité, la fraternité. Et c'est ça, je crois. Et donc, mes chers amis,
apprendre la langue française comme vous faites. La pratiquer un peu, beaucoup. L'important, c'est de la pratiquer. Ne soyons pas puristes. Vous faites des fautes. C'est pas grave. Tout le monde fait des fautes. Ce qu'il faut, c'est parler français. C'est parler français, même un peu, même difficilement. C'est parler français. Pourquoi? Parce que quand on parle français, on entre dans une communauté mondiale, pas seulement une langue internationale. Et c'est ça qui la distingue de l'anglais, de l'espagnol. C'est une communauté. Tous les francophones ont quelque chose en commun. Vous entrez dans une communauté mondiale fondée sur une langue et porteuse de valeurs. Pour conclure, quand on parle français, on est citoyen du monde. Je vous remercie. Que dire? Merci, merci vraiment. Je crois qu'on est tous émus. On fait partie des irréductibles francophones qui disent non, qui appartiennent à une communauté. Merci de nous avoir rappelé des choses qu'on oublie parfois, parce qu'on s'est engagé dans cet apprentissage et on ne réalise pas. Il y a des moments de doute, des moments de remise en question. Après vos propos, je pense qu'on est tous convaincus de la valeur du français et de son parcours et de ses caractères singuliers, langue construite, langue de valeur, langue protégée, partagée, avec toutes ces aides, que ce soit des aides en papier ou autres, des dictionnaires, des grammaires et autres. Voilà, alors je pense que... Oui, on a tout le temps. Donc, je pense qu'il faudra essayer de profiter de la présence de Bernard Cerchilini pour lui poser d'autres questions, pour lui demander plein de choses sur les représentations, sur d'autres arguments. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des questions? Thessalonique aussi est connectée. Donc, est-ce qu'on a des questions du Nord? Est-ce que Thessalonique... Pas des questions, silence, silence, voilà. Voilà. Approbateur. Approbateur, mais je pense qu'eux aussi, ils sont... Et merci à la traduction, hein, à l'interprétation. Hein. Voilà. L'interprète vous remercie beaucoup. Voilà, alors, est-ce qu'il y a des... On commence avec ça? Oui, on commence. Chers collègues, juste un exemple que l'Afrique constitue le futur de la langue française, c'est que le dernier Goncourt, comme la plupart de nous le savons, a été attribué à un auteur sénégalais d'à peine 30 ans, Mohamed Bougarsar, qui sera traduit en grec très bientôt d'ailleurs. Ah ben écoutez, j'aurais dû le dire, en effet, c'est un très beau livre. C'est un très beau livre et c'est un livre vraiment francophone. Quand on le lit, on voit qu'il y a une ouverture au monde, des valeurs, comme j'ai dit, une écriture, c'est un Goncourt francophone. Et en effet, c'est un auteur sénégalais de grand talent. Et l'Afrique bouge. Donc, ne faites pas attention à tous ces faits divers qui encombrent les journaux. L'Afrique réelle bouge. Elle bouge et c'est là une belle francophonie de demain. Oui, et puis mademoiselle. Merci, Monsieur Cerchilini, pour votre intervention, votre communication. Je voudrais vous poser une question. Je me demande parfois si la langue française atteint son apogée, sa maturité. Et si on considérait la langue française comme trop jeune, comme une adolescente, je m'appuie sur le rapport non seulement de l'abbé Grégoire, mais aussi sur celle d'Irénée Carré, qui a fait un rapport vers la fin du 19e siècle, début 20e. Alors, pour moi, je crois que la langue française est encore une langue jeune. Alors, c'est bien d'être jeune. Pourquoi? Parce qu'on peut transformer les choses, on peut être transformé en même temps que le monde change. Alors, quelle est votre opinion sur si la langue française atteint déjà son apogée? C'est une excellente question, car il ne faut pas être puriste.
Il ne faut pas être puriste. Le grand ennemi de la langue française, ce n'est pas la langue anglaise, c'est le purisme. Le puriste, c'est un nostalgique. C'est quelqu'un qui pense que c'était mieux avant. Et on a des gens en France qui pensent que le français a atteint son apogée et qu'il ne peut que décliner. Qui le pense ou qui le pensait. C'est ce que croyait Voltaire. Voltaire, le grand Voltaire, considérait que la langue française avait connu son sommet au siècle avant, avec Racine, et que le déclin avait commencé, Voltaire, au XVIIIe siècle. Donc, il y a cette idée-là chez certains, hein, que l'apogée est derrière nous. Il faut vraiment se déprendre de la chose. Et j'aime beaucoup votre formule, c'est une langue jeune. C'est une langue jeune, pourquoi? Parce que elle a su se rajeunir en s'implantant dans le monde entier. Si le français était resté seulement en France et en Belgique, parce que le berceau de la langue française, ce n'est pas seulement la France, c'est la Belgique aussi. Hein. Mais si le français était resté seulement en France, on pourrait craindre une certaine sénilité. Mais il s'est implanté partout. Et il est d'une jeunesse incroyable. Allez vous promener à Montréal. Vous allez voir, ou à Québec, la jeunesse du français, sa créativité. Ou en Afrique. Un exemple. J'ai publié aussi un livre sur la féminisation. Je suis pour la féminisation. À l'époque, l'Académie française était contre. C'était un livre contre l'Académie et j'ai gagné. Ce qui est incroyable. Bon, incroyable. Mais la féminisation, elle a commencé où? Pas en France, au Québec. Ce sont les Québécois et les Québécoises qui ont commencé à féminiser la langue. On a, dans l'histoire de la langue française, une histoire que j'ignore pas, le premier changement linguistique produit en dehors de la France. C'est un phénomène à noter. J'ai publié un article dans Le Monde pour le signaler. Et imaginez le chagrin de l'Académie française. La langue lui échappe. De l'autre côté de l'Atlantique, des femmes décident de dire « je suis une ministre, une professeure, une ingénieure ». Et hop, et ben voilà, on a féminisé légitimement la langue française grâce aux Québécois, grâce à la jeunesse de cette langue. Et en Afrique, la conjugaison du premier groupe n'a jamais autant fonctionné. On sieste en Afrique. On grève quand on n'est pas content. On amoure la femme qu'on aime. Et puis on l'enceinte aussi. Et puis le matin, vous beurrez vos tartines. En Afrique, on les confiture. On confiture les tartines. Promenez-vous en Afrique, écoutez la conjugaison, la première conjugaison. Et ça marche très bien. Donc, on a là une langue, un français d'Afrique qui est extrêmement jeune et qui est riche et qui est intéressant. Depuis, je vous promets, je confiture mes tartines. Et je me sens mieux. Merci. Juste une question de Thessalonique pour que ce soit équitable et après on revient tout de suite dans notre salle. Merci beaucoup. Alors, donnons la parole à Aristote. Voilà. C'est important ici. Hein. C'est important, voilà. J'ai entendu que quelques ex-colonies ont essayé d'éradiquer la langue française. Quelle est votre opinion? Demande alors, Thessalonique. Non, en fait, la francophonie, c'est une politique internationale. Il y a donc des frottements entre certains États. Donc, il est arrivé que certains États africains se mettent à bouder. Et donc, par exemple, pour ne pas le citer, le Rwanda a décidé de quitter la francophonie et de passer à l'anglais. Bon, alors c'était un peu bizarre parce que ça s'est fait le jour où je devais arriver au Rwanda. Et donc, un ministre rwandais me reçoit et me dit Good morning, Mr. Chancellor, I am very pleased to meet you. Parce qu'il était obligé de parler anglais. Bon, alors,
je trouvais ça un peu bizarre parce qu'il était aussi francophone que moi, mais le chef avait décidé qu'on parlerait anglais. Parce que le chef voulait que le Rwanda devienne un allié des États-Unis. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Et je constate que la nouvelle secrétaire générale de la francophonie est rwandaise. Voilà. Donc, bienvenue au Rwanda dans la francophonie. On n'a pas éradiqué le français au Rwanda. Voilà. Mais c'était un exemple. Donc, encore une fois, c'est l'écume. Hein, l'écume. L'Algérie n'est pas membre de la francophonie. Bon, l'Algérie n'est pas membre de la francophonie, mais elle est membre de l'agence universitaire. 54 établissements algériens sont membres de l'agence universitaire. L'Algérie n'est pas dans la francophonie. Voilà. Israël n'est pas dans la francophonie, ce qui est un chagrin. Mais l'Égypte ne veut pas qu'Israël rentre dans la francophonie. Bon, on est entre nous, je vous raconte tout ça. Hein. Bon, je vous raconte tout ça, donc l'Algérie n'est pas là, Israël non plus. Mais ce n'est pas grave, il suffit d'attendre, Et puis l'Algérie est francophone. On parle plus français en Algérie qu'à l'époque de la colonisation. Mais oui, bien sûr, car les Algériens sont bilingues. Et l'enseignement supérieur se fait en français. Donc, l'Algérie est francophone. De fait, monsieur le Coca, elle le sera un jour officiellement. Pas de problème. Oui. Oui. Voilà, l'Algérie n'est pas officiellement pour des raisons politique que vous pouvez comprendre, mais ce n'est pas grave. Donc de temps en temps, un pays dit je veux éradiquer le français. Bon, d'accord. On se calme, on attend un peu. Hein, est-ce que la population est d'accord? Voilà. Bon, et puis il faut attendre. Donc j'ai le calme des vieilles troupes dans ce cas-là. Le calme des vieilles troupes. Voilà. Votre question? Voilà, merci. Ça y est. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je suis une très grande fan de vous. Vous avez déjà répondu à ma question, mais de toute façon, je suis professeure à l'Université du Péloponnèse et j'enseigne les écritures théâtrales francophones hors hexagone. Et je voudrais donc renverser un peu les constats que vous avez faits. Si vous croyez que les écrivains francophones peuvent enrichir de leur côté, de leur façon, la langue française. Et si les Français sont prêts à, à admettre tout ça, à l'accepter. Je donne comme exemple la dramaturgie ou la poésie de Soni Laboutansi, ou bien Le Soleil des indépendances d'Amadou Kourouma, ou bien je cite Kateb Yassine d'Algérie, qui ne savait pas écrire en arabe, parce que les Français avaient pratiqué une vaste politique d'acculturation pendant les 132 années d'occupation française. Donc, vous croyez que la France est prête à accepter cet enrichissement par le francophone qui vivent hors l'Hexagone? Merci. Madame, elle a intérêt à le faire. Elle a intérêt à le faire. Parce que ça bouge. Ça bouge en francophonie. Lisez Soni Laboutansi, vous allez voir. Très grand écrivain. Kateb Yassine, ça va de soi, bien sûr. Amadou Kourouma, extraordinaire. Soni Laboutansi, théâtre, journal, roman, extraordinaire. Ça bouge. Ça bouge. Et donc, là, vous avez touché un point. C'est-à-dire que il n'y a pas que l'Académie française qui parfois est un peu étonnée de voir que ça bouge un peu à l'extérieur. Il y a aussi les écrivains français. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ça aura bougé quand dans les librairies à Paris, il n'y aura plus de rayon francophonie. Il faut fermer le rayon francophonie. Pourquoi? Avoir un seul rayon francophonie. Parce que pour l'instant, dans les librairies à Paris, vous avez littérature française. Et puis, un peu au fond,
littérature francophone. Mais cette distinction ne tient pas. Voltaire est un écrivain francophone. Molière aussi. Molière aussi. Molière, il est sensible à la variété de la langue. Chez Molière, on entend les paysans normands, on entend la lingua franca de la Méditerranée. Donc il faut dire, il y a une littérature francophone. Voilà. Le jour où on aura supprimé le rayon francophone, ou je veux dire, où on aura supprimé plutôt le rayon littérature française, et un seul rayon, on aura gagné. Et ça, je milite pour. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une francophonie, d'autant plus que Sonny Laboutansi, il connaissait parfaitement la littérature française. Ces gens-là sont nourris. C'est donc une seule littérature. Et donc, j'espère que le prochain prix Nobel de langue française sera marocain ou congolais. Et là, nous aurons gagné. Espérons. Une dernière question pour M. Cerchellini. Dernière, pourquoi? Oui, merci de nous avoir rappelé que nous pouvions être fiers d'aimer la langue française. J'aimerais avoir votre avis sur la réforme de l'orthographe et surtout sur l'écriture inclusive qui souvent pose problème aux professeurs que nous sommes quand nous voulons l'enseigner. Merci. Alors, la réforme de l'orthographe, elle date de 1990. Elle se diffuse lentement. L'Académie française publie son nouveau dictionnaire qui fait foi, fascicule par fascicule. Il sera terminé dans quelques années, commencé en 1935. Ça va. Donc, dans quelques années, il sera terminé et la réforme s'imposera. Donc, je dirais rien de plus. Sur l'écriture inclusive, je vais être un peu plus long dans les 2 heures qui viennent. Voilà. La féminisation des noms de métiers est un changement linguistique légitime, conforme au génie de la langue. Et dire une ministre, c'était en fait revenir à la langue telle qu'elle était jusqu'au XVIIe siècle. C'est le recul du statut social de la femme à partir du XVIIIe siècle qui a fait qu'on n'utilisait plus le féminin, mais seulement le masculin. J'ai raconté ça dans un livre. Donc les choses sont claires, il est tout à fait normal, historiquement, grammaticalement, socialement et politiquement, de dire une ministre, une professeure, ainsi de suite. C'est fait, c'est gagné. Alors, par ailleurs, doit-on, pour traduire la parité, qui est légitime, pour traduire la parité, l'égalité des femmes et des hommes, doit-on utiliser une typographie spéciale? Je suis réservé. Je suis réservé dans la mesure où l'écriture dite inclusive, avec parenthèses, crochets, points, ainsi de suite, complique l'orthographe. Or, j'appartiens depuis le XVIe siècle aux réformateurs de l'orthographe. Mon maître s'appelait Louis Maigret. Vous ne le connaissez pas? Il était, si quelqu'un le connaît, bravo. Il était lyonnais comme moi. Et en 1542, Maigret proposait déjà une réforme de l'orthographe. Je suis un disciple de Maigret. Et donc, je voudrais qu'on simplifie l'orthographe, qu'on la rende plus cohérente. Or, voilà des personnes de bonne foi qui, pour les meilleures raisons du monde, c'est-à-dire l'égalité des femmes et des hommes, compliquent l'orthographe. Comment enseigner à l'école l'écriture inclusive? Comment la prononcer? Les directeurs rissent. Vous voyez? Et donc, avec les meilleures intentions du monde, on complique la langue. On la rend difficilement enseignable, mal prononçable, alors que l'on a tout ce qu'il faut dans la langue. Vous dites, on recrute un directrice ou un directeur, point. Vous faites comme De Gaulle, française, français. De Gaulle avait donné le droit de vote aux femmes.
elles ont été reconnaissantes. Elles ont voté massivement pour lui. Et donc, il commençait tous ses discours par « Française, Français », pour rappeler aux Françaises qu'il s'adressait à elles parce qu'elles avaient le droit de vote et un bulletin de vote à son nom. C'était très habile, voyez ? Donc, utilisons les ressources de la langue, le lexique, la reduplication, les féminins, et ça suffit. Voyez ? Voilà. Donc, je partage les valeurs des partisans et des partisanes de l'écriture inclusive. Mais je trouve qu'avec les meilleures intentions, on a compliqué la langue. Voilà. Et puis, pour terminer, vous savez, c'est pas glorieux pour les femmes. Où elles sont ? Un directeur, entre parenthèses, RIS. Où est la femme ? Dans le RIS ? Bon, je reconnais, c'est un argument un peu de mauvaise foi de ma part. Mais quand même, donc, si la femme est dans le RIS, je préfère dire on recrute une directrice ou un directeur. Point. Voilà. Je vous ai répondu ? Juste un petit post-scriptum pour le petit Yel, puisque vous avez que le Robert a fait rentrer ce pronom fabriqué. Je travaille pour le dictionnaire Larousse. Bon. Le dictionnaire Robert, qui est un très aimable concurrent du Larousse, nous aimons bien, mais il y a une concurrence commerciale. Le Robert a choisi de faire rentrer dans la version numérique le pronom Yel. Nous, pas. Pourquoi ? Parce que nous faisons rentrer dans le petit Larousse des mots attestés qui sont vraiment dans l'usage, à l'oral ou à l'écrit, dans plusieurs générations. Vous voyez, des vrais mots de la langue. Or, Yel, c'est un pronom militant, utilisé dans des textes militants pour de très bonnes raisons. Mais ce n'est pas du tout, il n'est pas rentré dans l'usage. On ne l'entend pas au marché de Brive-la-Gaillarde. On ne l'entend pas. On le trouve dans des textes militants. Et en plus, c'est un pronom. Je suis grammairien, je sais qu'un pronom fait système. Yel, c'est un pronom sujet. Mais quel est le pronom complément ? Direct ou indirect ? Pour moi, un pronom se décline en français. Quel est le pronom complément ? Et aussi, quel accord gouverne-t-il ? Yel est heureux ou heureuse ? Ah, problème. Il faut donc trouver une forme neutre pour l'adjectif. Et de proche en proche, on est en train de changer toute la grammaire du français. Pour des personnes très estimables, mais qui ne se reconnaissent ni dans le masculin, ni dans le féminin. Très bien, mais je ne veux pas massacrer la grammaire française pour quelques personnes. On est d'accord. Donc, s'il vous plaît, attendons que ce pronom rentre dans l'usage. Et à mon avis, on peut attendre longtemps. On s'arrête là. Oui, c'est triste. Oui, je crois, les meilleures choses ont une fin. Et je crois... Monsieur le directeur, mon ami Bernard Pivot est comme moi né à Lyon. Hein, et c'est une des choses que nous avons en commun. Et Bernard Pivot dit « Lyon est une ville où on mange à l'heure des repas ». Bon, c'est pas tellement pour... Parce qu'ensuite, on aura un petit dîner. Mais je crois qu'on avait prévu, notamment avec la traduction et l'interprétation, une fin. Voilà. Je crois que la personne, je pense qu'il y en avait plusieurs qui vous parlaient de vous comme l'unique, le seul, je crois avait parfaitement raison, parce que ce matin, au concours de la francophonie, à la remise des prix, j'avais commencé par la phrase d'Albert Camus, très célèbre, « Ma patrie, c'est la langue française », et j'avais rendu hommage aux professeurs de français de Grèce, qui, quand on a une patrie, on la défend, on essaie de l'illustrer et de la défendre, et qui, quotidiennement, dans leurs écoles, dans leurs centres de langue, défendent, promeuvent la langue française. Je crois que vous avez été, pour eux et pour nous, et même pour les francophones de naissance, vous avez été un galvanisateur d'énergie. Et je pense qu'on va repartir de cette salle, de cet auditorium, avec
davantage encore de volonté farouche de défendre et de promouvoir notre langue, ce qui n'est pas une agression contre les autres langues. Voilà. Une petite chose, j'en profite parce qu'il y a beaucoup de monde ici. Nous espérons et nous pensons que nous allons avoir à l'automne prochain, puisqu'on en a parlé, Mohamed Bourgarsar, le prix Goncourt de l'année dernière, pour la sortie en grec aux éditions Patakis de son grand livre, de son grand roman, donc j'ai oublié le titre. Oui, la mémoire secrète des hommes. Voilà, excusez-moi, remarquable. Et une petite anecdote pour confirmer que l'Afrique est aussi l'avenir de la langue française. Il y a quelques années, j'étais en poste en Allemagne et nous avions organisé l'événement qui avait été le plus suivi, où nous avions dû refuser du monde. C'était une présentation des littératures africaines contemporaines avec des auteurs du Sénégal, du Congo, d'Afrique du Maghreb, et c'était archi-complet. Et donc je crois qu'il y a un intérêt, les Français s'intéressent à cette littérature, la reconnaissent désormais, puisqu'elles reçoivent des prix Goncourt, des prix de notre littérature, mais il y a aussi un intérêt chez les apprenants français, chez ceux qui s'intéressent à notre langue pour cette littérature. Voilà. Nous n'allons pas nous quitter tout de suite, ou plutôt nous allons quitter l'auditorium, mais il y a un petit quelque chose, un petit cocktail, une petite réception qui nous attend dans la cour et dans notre bistrot Paris-Athènes. Voilà. Mais on remercie beaucoup, merci. Et j'ai oublié aussi de remercier, j'avais oublié de les accueillir au début, je remercie ceux qui nous ont suivis à distance depuis l'université Aristote de Thessalonique. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour toute l'organisation, merci infiniment.